Allez, je poursuis. Donc, deuxième vidéo sur le petit B, la pyramide vassalique, qui va en fait évoquer la pyramide des pouvoirs qui se déroulent tout le long du Moyen-Âge et qui sont à la base du fonctionnement du royaume. Donc, je bascule à nouveau sur le cours en espérant que la vision, enfin, le visionnage est correct. Alors, je vous ai mis dans cette partie plusieurs documents. Les deux premiers en fait sont équivalents, c'est juste deux façons de voir les choses et de les présenter différemment. Donc à vous de voir du coup celui des deux qui vous paraît le plus simple à retenir et à comprendre. Celui-ci montre en fait toutes les catégories qui sont imbriquées dans l'exercice du pouvoir. Je vous ai parlé du roi, tout en haut, hein, bien évidemment, de la hiérarchie. En dessous de lui, à la tête des comtés et des duchés, on trouve les grands seigneurs. En dessous, on va trouver des seigneurs châtelains. Alors châtelains, ça veut dire qu'ils vont posséder un château. Et ensuite, on trouve au plus bas échelon de la hiérarchie de simples chevaliers, sauf que là, ils ont des fiefs et ils n'ont pas forcément de château, ils sont directement dépendants des seigneurs châtelains. Donc en fait, l'imbrication des cercles montre l'imbrication aussi des pouvoirs. Vassalité, vassaux, c'est un terme qui est propre à cette partie et qu'il faut retenir. On va le voir notamment avec ce document, donc je vais jongler, mais être le vassal de quelqu'un, ça veut dire être, pour simplifier, être l'obligé de quelqu'un. On a reçu quelque chose de lui, donc on a en fait des engagements vis-à-vis de lui. Voilà, des engagements moraux, des engagements militaires à l'époque, mais en tout cas on a des obligations. Voilà, retenez ça pour commencer. Ce document-ci, il est également très classique et il apporte peut-être un tout petit peu plus d'informations, on va dire, que le précédent. Il montre juste, en fait, lui, au lieu de montrer, on va dire, les personnes, il va montrer plutôt des bâtiments. Donc on a évidemment le roi en haut de la hiérarchie. On va trouver en dessous de lui les grands seigneurs qui, eux, donc, sont des ducs et des comtes. Hein, c'est l'équivalent, hein, ça va être des titres de noblesse différents. Mais retenez que bon, ça reste relativement équivalent. En dessous, on a ensuite donc, les fameux seigneurs qui ont des châteaux et à la base les simples chevaliers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les liens et donc les obligations sont indiqués dans ce document. Les liens sont très forts en fait entre les très puissants, à savoir le roi, les grands seigneurs et accessoirement les seigneurs châtelains. Ici, le lien est beaucoup moins fort parce qu'il y a énormément de simples chevaliers, on va dire, et ces chevaliers dépendent d'un seigneur, sont les obligés d'un seigneur, mais ils peuvent tout à fait changer de seigneur, alors que les seigneurs qui ont un château et qui sont engagés vis-à-vis des grands seigneurs, et les grands seigneurs vis-à-vis du roi, cette partie-là, en fait, reste beaucoup plus stable. Il y a beaucoup moins de gens, en fait, concernés. Ils sont attachés au pouvoir, ils sont issus de grandes familles et globalement le pouvoir et les gens qui sont en place ne changent qu'assez peu, ou en tout cas les liens sont très très forts. Alors je bascule ensuite sur ce document-ci. Là, il est un petit peu plus compliqué. Alors, il faut retenir, donc du coup, déjà deux termes, le terme vassal et le terme suzerain. Donc, pour faire simple, retenez que ici, le roi est le suzerain. Donc, c'est lui qui est, on va dire, vraiment le plus puissant dans la hiérarchie. Et il va donner quelque chose à quelqu'un, notamment un fief, et donc ce quelqu'un va devenir de fait son vassal. Sauf qu'en fait, les liens, ils sont assez réciproques, c'est-à-dire qu'ils vont devoir chacun des obligations de leur côté. Le roi, par exemple, je vais transformer ce mot en roi pour juste que ça soit un petit peu plus simple. Le roi, il va devoir trois choses, notamment, alors moi j'aurais peut-être démarré par là, en fait, dans le document, il doit déjà donner une terre à son vassal. Il doit donner une terre à un grand seigneur, déjà. Il doit éventuellement, si ce grand seigneur a des soucis, il doit l'aider en justice. Et le roi est à la tête de la cour de justice royale et a le dernier mot, on va dire, sur les grandes décisions judiciaires. Et doit bien évidemment le protéger si le grand seigneur est en difficulté, notamment en cas d'attaque anglaise, par exemple, comme ça a pu se voir au nord de la France. Le vassal, lui, donc les vassaux, ils sont ici. Hein. Les vassaux, ce sont ceux qui sont inférieurs. Ils reçoivent un cadeau, entre guillemets, hein, ils reçoivent un territoire. Mais bien évidemment, ce n'est pas gratuit. Ils ont des engagements.
Et ils ont des engagements moraux qu'ils doivent respecter. Ils doivent notamment l'aide militaire. Ils doivent déjà protéger leur seigneurie, donc garder le château, garder la seigneurie. Et puis, si le roi, le suzerain part en guerre, ils sont obligés de venir le rejoindre et de l'aider, de l'appuyer militairement. Et bien évidemment, ils ne montent pas seuls voir le roi et prêter main forte au roi. Ils viennent avec toute une armée, et toute une armée de seigneurs châtelains et de chevaliers. Ils doivent ensuite apporter de l'argent dans certains cas, dans certaines situations, notamment liées en fait aux situations liées aux enfants du suzerain et donc du roi. Donc si par exemple le fils aîné devient chevalier, alors c'est une cérémonie très spécifique. Lorsque la fille se marie, pareil, on donne ce qu'on appelle la dot, mais donc la dot c'est l'ensemble en fait des biens et des revenus qui vont être donnés par l'épouse au mari. Mais donc du coup, cette dot peut être aussi élargie à ce que les autres personnes extérieures vont lui donner. Le suzerain, par moment, on est en temps de guerre, il y a des menaces, il peut y avoir des coups durs, notamment le roi peut être fait prisonnier. Auquel cas, les seigneurs, les grands seigneurs ont l'obligation de se cotiser, entre guillemets, pour payer la rançon du suzerain et le libérer. Et puis ensuite, on est dans une époque religieuse, hein, le Moyen-Âge. On part en croisade, donc rappelez-vous, les croisades, on l'avait vu au tout début de l'année, ce sont ces expéditions militaires qui partent d'Europe pour aller délivrer le tombeau du Christ qui est longtemps en fait aux mains des musulmans. Et donc, lorsque le roi en fait part en croisade, les chevaliers, les grands chevaliers ils ont l'obligation morale de l'aider en fait et de partir avec lui. Voilà, et de le soutenir du coup militairement et financièrement. Alors, l'hommage, du coup, ce mot-ci, et la scène que vous avez sous les yeux, c'est la cérémonie très officielle, très importante à l'époque, au cours de laquelle le vassal et son suzerain, donc ça symbolise l'échange du fief, au cours de laquelle du coup le vassal et le suzerain s'engagent. Et donc c'est très symbolique, il n'y a rien qui est forcément mis par écrit, c'est vraiment un discours, on va dire, officiel, verbal, mais à l'époque, en fait, même l'aspect verbal a sa portée, on va dire, et son importance. Et donc, du moment qu'on s'est engagé verbalement, et que l'on est un grand personnage d'État, la simple parole suffit. Et puis, généralement, on jure sur la Bible ou sur d'autres objets. Et donc, à l'époque, en fait, on va en enfer hein, si on rompt ses promesses et ses engagements. Donc, c'est une menace à l'époque que les hommes craignent durement. Alors, si vous regardez cette scène d'hommage, on voit deux personnes. Alors, évidemment, comment dire, la faiblesse du trait et des comment dire, des caractéristiques, des détails du dessin prêt à sourire désormais, hein, c'est fait par des moines généralement à l'époque. Repérez que ça date du XIVe siècle, donc on est pourtant quand même bien avancé dans le Moyen-Âge, mais bon, ça reste très simple. On ne maîtrise pas encore tout à fait correctement la perspective, le trait est assez grossier, mais bon, ça permet quand même de voir un petit peu comment il se représentait les choses. Donc là, en fait, on voit qu'il y a deux hommes. Alors il faut voir en fait celui-ci et celui-là, qui fait plusieurs gestes, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs mains. L'aspect symbolique dans ce document, c'est de voir les mains jointes, où là, on est sur un engagement. Je pense que vous arrivez à deviner qui est le vassal, qui est le suzerain, puisqu'en fait, le suzerain ici porte un chapeau déjà, il est assisté par toute une troupe, il est sur un trône, hein, donc forcément, c'est lui le plus important. Et puis, donc l'autre désigne ce qu'il va comment dire, acquérir par ce suzerain, et on devine qui le remercie. Si on passe au texte, je vous propose qu'on le lise ensemble. Je vais zoomer. Et ce qui serait bien, en fait, c'est que peut-être vous ayez le cours sous les yeux et que vous le preniez sous les yeux en même temps que moi, peut-être en plus de la vidéo. Et encore une fois, la façon dont je filme ne me permet pas de me rendre compte si je cadre correctement. Mais malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Et pour le peu de temps qui nous reste avant la reprise, on va fonctionner comme ça. Alors, récit d'un hommage. Ce texte, du coup, vous repérez qu'il a été écrit par quelqu'un qui est a priori un moine et en tout cas quelqu'un de noble. Il a été écrit au XIIe siècle.
Je commence la lecture. Donc, le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme sans réserve, c'est-à-dire sans limite. Celui-ci répondit « Je le veux ». Puis, les mains jointes à celles du comte qui les enveloppa, les deux hommes s'allièrent par un baiser. Ensuite, celui qui avait fait hommage engagea sa fidélité en ces termes. « Je promets en ma foi d'être fidèle à partir de cet instant au comte Guillaume. J'observerai entièrement cet hommage et sans tromperie. » Et il jura sur les reliques des saints. Enfin, le comte donna un fief à tous ceux qui lui avaient promis sécurité et fait hommage par serment. Donc là, c'est très intéressant cette source historique parce qu'en fait, ça nous décrit la façon dont ils vont engager la cérémonie de l'hommage. Donc si vous repérez les étapes, est-ce que vous voulez devenir mon homme? Oui, sans réserve, je le veux. Les mains jointes, c'est symbolique, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de s'engager. Il y a un deuxième acte qui est exclusif, on va dire, à l'époque. Les deux hommes s'allièrent par un baiser, donc c'est pour sceller en fait leur engagement. Ensuite, il y a des mots forts hein, dans ce texte, fidélité, je promets en ma foi. Hein, donc là aussi, l'aspect religieux, repérez-le, est très important et présent dans le texte. Je promets donc en ma foi d'être fidèle au comte, d'être fidèle sans tromperie, un peu plus loin. Et pour vraiment parfaire son engagement, il va jurer ici sur les reliques des saints. Alors reliques, j'avais eu le temps de l'expliquer à certaines classes et je préfère le redire. Les reliques, mais vous avez la définition ici, ce sont en fait les restes de personnes qui ont été jugées saintes. Donc ça, là aussi, c'était une cérémonie hein, de devenir saint. Jeanne d'Arc a été sanctifiée bien plus tard par rapport à ce qu'elle a apporté au royaume. Et c'est le cas de tout un tas de personnages finalement qui ont dénoté par une foi très profonde, par un engagement hors norme. Hein, généralement, c'est ça qui les différencie des autres. Et donc ces saints en fait étaient omniprésents dans la vie des chrétiens de l'époque. Et alors ça dépendait des régions, il pouvait y avoir des saints locaux, il pouvait y en avoir d'autres qui étaient, on va dire, un peu plus connus. Je pense à Saint-Jacques de Compostelle, qui a donné lieu au pèlerinage dont vous connaissez a priori le nom, hein, Compostelle, qui était au nord de l'Espagne, où là, toute l'Europe, en fait, descendait par certains chemins, et on les voit encore, hein, ces chemins qui sont des chemins, pour certains, de grande randonnée en France. Toute l'Europe descendait, en fait, s'agenouiller devant les reliques des saints, en pensant, en espérant obtenir leur pardon, leur protection notamment. Hein. Donc c'était, il faut en fait se remettre le contexte de l'époque, c'était très important. Et donc quand on jurait sur les reliques, alors les reliques ça peut être des restes d'os par exemple, des restes de cheveux. Généralement c'était des morceaux d'os hein, qui étaient enfermés dans ce qu'on appelle une châsse, c'est-à-dire une petite boîte complètement hermétique, fermée, et que l'on gardait bien évidemment précieusement dans un lieu religieux, que l'on ne sortait que pour certaines cérémonies. Jurer sur les reliques d'un saint, à l'époque, ça veut dire s'engager pleinement et fermement. Et donc ça veut dire aussi courir le risque de partir en enfer si on renie ses engagements sans raison. Voilà, donc cette cérémonie de l'hommage, souvenez-vous, c'est le nom que l'on va donner à un engagement à l'époque extrêmement fort entre le roi et les grands seigneurs, entre les grands seigneurs et les petits seigneurs. Mais bien évidemment, elle est très importante lorsqu'elle concerne le roi et un grand seigneur, parce que c'est quelque chose de majeur à l'époque. Voilà. Donc là, il n'y avait pas quoi que ce soit en fait à expliquer, à décrire. Et j'arrête de nouveau là la vidéo puisque comme vous le voyez, je préfère fragmenter hein, pour des questions de taille. On arrive sur le grand C, donc je vais lancer dans quelques instants une autre vidéo sur les rois, enfin le rapport en tout cas entre les rois et les grands seigneurs qui initialement n'étaient pas forcément favorables aux rois. Allez, à tout de suite.